Salut PB, comment tu vas? Hello mec, ça va très très bien et toi? Ça va, t'as l'air chaud bouillant là. Toujours, franchement, voilà, moi ça me régale de faire des trucs comme ça, donc je suis trop C'est content. vrai, t'aimes bien faire les podcasts, ouais? Ouais, c'est toujours cool, t'es là, t'es posé, tu discutes, et puis Ouais, grave. soit t'apprends des trucs quand tu invites, soit t'apprends des trucs aussi quand t'es invité, Ouais. enfin c'est trop bien, tu vois. Non, je suis d'accord, non, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas, s'il te plaît? Yes, alors je suis Pierre-Baptiste Poncelin, on m'appelle PB surtout principalement, PB pour Pierre-Baptiste. Je suis un gars qui aime vivre de façon assez chill, hein, on va pas se mentir, Ouais. juste avant ce podcast j'étais en train de faire une sieste. Excellent. J'aime regarder la mer, manger du comté, bosser 20 heures par semaine et faire un maximum d'argent en même temps. Et comment je le fais? Je l'ai fait là pendant des années avec Copy Rockstars. Donc Copy Rockstars, j'accompagne des entrepreneurs et des copywriters pour développer leur activité justement et faire la même chose, un maximum de cash en bossant 25 heures par semaine. Ça se fait via des prestations, via des formations, via tout ça. Donc comment résumer la chose? Je suis le gars qui te montre comment faire un max de thunes en faisant un minimum d'efforts, quoi. Est-ce que tu serais pas le mec qui fait des mèmes sur LinkedIn? Si, c'est toi? Parfois ça m'arrive, Il mais me semble il y aussi, en a hein. d'autres qui en font des mieux quand même. Ça va, on se marre bien quand même. Oui, on se marre. Trop cool. Si je t'ai fait venir sur ce podcast, c'est pour parler forcément d'email marketing. Ouais. Toi qui communiques beaucoup via ta liste email et qui envoie des emails, personnellement, je les trouve assez cool, très drôles, pas du tout ennuyeux. Comment tu fais pour envoyer des emails qui ne soient pas ennuyeux, qui ne lassent pas ta liste email et qui donnent vraiment envie d'ouvrir le prochain? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une grosse question. Et la première réponse que j'ai envie de te donner par rapport à ça, c'est que toi, tu les trouves cool et pas ennuyeux, tu vois. Ouais. Oui, bien sûr, c'est une question oui, de perception et de. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et en fait, c'est le premier enjeu, c'est que la première chose que je fais, c'est que je les envoie aux bonnes personnes, ces emails, tu vois. Ouais. Je les envoie à des gens qui vont kiffer. Bon, forcément, il y a des gens qui s'inscrivent à ma liste email, mais il va y avoir un tri très très rapide où moi je vais faire un email d'abord qui va bien dire voilà pourquoi t'es là et si t'es pas tel type de personne et si t'aimes pas mon style et bah tu vas te faire enculer et il y a pas de souci, tu vois, on reste amis. Mais voilà, la personne peut s'inscrire et pourquoi ça t'intéresse? Parce que je vais te parler probablement de sujets qui t'intéressent aussi parce que t'es dans ma cible. D'autres gens vont se désinscrire et je vais être très content qu'ils se désinscrivent parce qu'ils sont pas dans la cible et que s'ils restaient inscrits sur ma liste, ils me coûteraient de l'argent Bien et sûr. ils pourriraient ma délivrabilité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comment je fais pour envoyer des emails qui sont pas chiants? Le deuxième point, au-delà de parler aux gens à qui j'ai envie de parler, je vais parler à ces personnes de ce qui les intéresse en fait. Ça, c'est le premier sujet. C'est ok, moi là, tu lis mes emails, mais avant, je me suis dit ok, quelles sont tes problématiques, quels sont tes désirs, quelles sont tes frustrations, de quoi je peux te parler très très rapidement dans mon email, quelles croyances chez toi je peux aller chercher et te donner une nouvelle vision, quelles questions toi tu es en train de te poser et auxquelles je peux répondre simplement dans un email, tu vois. Par exemple, ah tiens, c'est quoi les problèmes des copywriters? Bah, j'ai du mal à trouver des clients. Bam, t'as déjà un sujet d'email. T'as du mal à trouver des clients toi en ce moment? Puis sujet, bah j'explique que ce que tout le monde fait aujourd'hui c'est de la merde, c'est-à-dire de la prospection à froid dégueulasse où tu t'intéresses pas à ton prospect. Je t'explique comment faire mieux. Et après, je t'envoie sur un call to action. Et c'est comme ça qu'en fait que tu tiens l'attention des gens, c'est en leur parlant la base du copywriting, quoi, de ce qui les intéresse et de le faire aussi dans ton style. Où ça, c'est le troisième point de cette réponse. C'est une très très longue réponse. C'est ce que T'as j'allais des questions qui parler. te viennent, Non, mais tu me dis. j'allais te parler de ça justement. J'allais dire ça, enfin, je pense qu'on le sait tous. C'est au niveau du style et de la façon de faire. En gros, là, tu m'as parlé du fond. Parle-moi de la forme. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais. Et ben justement, ça c'est la troisième partie. C'est le style. Et ça, un petit point d'attention à avoir avant. Ce que je fais. J'ai mis le doigt sur le nom que je voulais donner à ça assez récemment justement. C'est en gros, on va dire ça en anglais, du personality based copywriting. C'est-à-dire que tous les copywriting ne doivent pas forcément être comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire par personality based? C'est que il y a plus. Les gens vont plus acheter parce que c'est moi et mon style, et les gens vont plus consommer parce que c'est moi et mon style, que parce que mon copywriting est extraordinaire. Parce que mon copywriting est très très loin d'être extraordinaire. Je dirais même qu'il est
au mieux pas ouf et en général claqué au sol, mais Si je sors de la sieste, il est claqué au sol, sinon ça va. Exactement, voire l'inverse. Justement, Ouais. moins je réfléchis, mieux c'est quoi. Mais ça c'est le premier truc, c'est que c'est un copywriting qui est très basé sur ma personnalité, qui va faire aussi que les gens accrochent ou pas, et qui justement va casser. Et ça, c'est un truc que les personnes qui nous écoutent doivent aussi retenir. Ça va casser un certain nombre des règles du copywriting, où je vais toujours quand même essayer de suivre au maximum une structure, mais où parfois je vais te faire des boucles ouvertes, des parenthèses. Je vais partir à un moment, hop là, je fais un détour qui est pas forcément nécessaire, mais qui moi me fait kiffer. Je vais faire des vannes qui sont pas nécessaires, mais qui moi vont me faire kiffer, et pour lesquelles vraiment les grandes règles du copywriting te feraient dire il faut pas faire ça, mec. Mais qui fait que derrière, justement, tu as la petite phrase qui fait que tu vas avoir une réponse dans ta boîte mail parce que la personne connecte avec. Ouais, clairement, clairement. Donc encore une fois, la personnalité, c'est super important. Et est-ce que toi, tu penses vraiment que l'humour, c'est obligatoire ou c'est vraiment qui toi tu es? Et par exemple, une personne qui n'est pas forcément à fond sur l'humour, elle ne devrait pas forcément utiliser ce levier, ou comment tu conseilles les gens, toi, d'habitude? L'humour, c'est un énorme levier pour vendre. Ouais. Ça, c'est clair, ça fait kiffer tout le monde, tu mets une petite vanne. Après tout, il n'y a pas des vannes dans tous mes emails. Surtout là, ces dernières semaines, j'ai envoyé des mails un peu dark, on va dire. Mais en même temps, il y avait quand même un peu de la légèreté. Disons que voilà, c'était humain. Si, justement, si toi, dans ta personnalité, t'es pas quelqu'un qui fait des blagues, Ouais. ne va pas te forcer à faire des blagues. Commence. Si tu as envie de devenir drôle, commence par apprendre à devenir drôle, en fait. Ça, je veux dire, moi, les blagues que je fais, je les ai pas sorties de mon chapeau. Je suis pas né avec l'humour, tu vois. Ça se développe, ça se travaille. J'ai eu des potes qui étaient hyper drôles. Qu'est-ce que j'ai fait? Leur style, leurs blagues, la manière dont ils faisaient les choses, je reprenais, je me le réappropriais, c'était parti. Je consomme énormément de contenu drôle, tu vois. Ça peut être des trucs pourris comme McFly et Carlito, ou ça peut être du très très bon stand-up sur Netflix, des choses comme ça. Et ça, oui, c'est vraiment... Après, encore une fois, tout dépend de ta personnalité et à qui tu vends. Néanmoins, à part aussi, il y a des gens chiants qui vont pas aimer les blagues. C'est possible, tu vois. Mais ça, tu le repousses au moins. C'est cool parce que ça les repousse. C'est ça. Si ta cible, c'est ces gens-là, t'es pas obligé de faire des blagues. J'ai tendance à croire que l'être humain aime bien rire, sauf quand t'es vraiment très 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 dépressif et très très chiant. Mais même ces gens-là, je suis sûr qu'au fond, il doit y avoir un moment où ils veulent se marrer quand même. Ils sont juste jaloux que t'es drôle et pas eux, tu sais. Voilà. Donc, est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que c'est... En fait, c'est aussi indispensable que ça l'est quelque part dans ta vie, en fait. Tu peux ne pas l'avoir du tout dans ta vie et vivre heureux, mais quand tu as quand même de la joie, de la bonne humeur et des vannes, ça régale ton audience connecte. Évidemment, chacun a son humour aussi, tu vois. Moi, je fais des blagues à mon père, il les comprend pas. Mon père, il me fait des blagues, je lui dis OK, boomer. Donc ça le fait pas. C'est quoi, dad joke, comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Et tu parlais de levier, tu dis l'humour c'est un levier de ouf. T'as d'autres leviers comme ça, toi, ou pas? Et j'en viens d'en découvrir un peu à mon détriment quelque part. Dans le personality-based copywriting, appelons-le comme ça. Donc c'est toujours un copywriting qui est basé sur ta personnalité, sur toi. Donc quand tu es une boîte, ça va être un peu différent, mais tu peux donner une personnalité de boîte comme va le faire un Mailchimp ou des outils comme ça qui ont justement un univers, un branding. Donc c'est très lié au branding. Putain, j'ai perdu la question en Est-ce que tu as d'autres leviers? Est-ce que tu as des leviers à part l'humour qui sont cool d'utiliser? Par exemple, une personne qui n'est pas forcément très drôle, qu'est-ce qu'elle peut utiliser comme levier pour rendre ça un peu sexy, tu vois, le petit sel un petit peu sur le... C'est ça, à la manière de... Comment il s'appelle? Saul Bail. Ah oui, Saul Bail. Oui, le deuxième. Alors, je vais commencer par donner la réponse que je déteste et je vais enfin donner la réponse que j'aurais aimé entendre depuis 5 ans que je fais du copywriting. Le deuxième levier, ce sont les émotions. Moi, quand on me disait ça, je pétais un plomb. Les émotions, ok. Tu peux un peu élaborer la chose, s'il te plaît? Donc, là, c'est ce que moi j'ai découvert cette semaine. En gros, moi, là, la semaine dernière, j'ai passé une semaine très très difficile à titre personnel, émotionnellement. Vraiment, j'ai vécu des trucs durs dans le perso. Et plutôt que garder ça pour moi, déjà, ça m'a fait du bien d'en parler à mon audience et ma liste, de me livrer du fait que vraiment, moi, la semaine dernière, j'étais vraiment comme une grosse merde. Et en fait, à chaque fois
que j'ai fait ça, ou moi je fais pas ça dans le but, bon derrière, oui j'ai un call to action qui va me permettre de vendre parce que moi j'ai un objectif aussi, c'est je t'envoie un email, je te donne une leçon que moi j'ai appris sur la vie et je te partage cette leçon parce que j'essaye de toujours apprendre des leçons, des coups durs, je te partage ça et forcément si je peux t'apporter une solution qui fait que tu vas pas vivre la même chose que moi, je vais te la proposer. Ça peut être un produit gratuit, un produit payant. Ok, ça, certains vont dire c'est pas éthique. Moi, le but c'est pas non plus d'utiliser ma vie pour me faire un max de thunes, mais c'est quand même d'utiliser ma vie pour connecter à mon audience et aussi pour guérir des blessures que j'ai au fur et à mesure du temps. Et en fait, là, dans ma carrière sur Copy Rockstars, on va dire dans mon emailing carrière de Copy Rockstars, j'ai dû envoyer 3 emails qui ont eu un effet ravageur. C'était les 3 emails où je livrais vraiment les pires difficultés que certains tairont toujours à leur audience. Tu vois, il y a une fois où c'était l'histoire où j'avais failli prendre un genre de médoc pour devenir plus performant parce que mon agence était en train de me tuer. Putain, je l'ai lu celui-là. Ouais, je l'ai reposté récemment. Ça a fait un carton plein et un peu malgré moi, tu vois. Moi, je voulais juste partager ce truc-là où j'étais pas bien. Et la semaine dernière aussi où je parlais d'une rupture et où les retours derrière ont été fous. Donc comment tu transmets tes émotions ? Tu transmets aussi toi ce qui se passe, à quoi tu penses, ta vulnérabilité quelque part. Et ça c'est un moyen de transmettre des émotions ou au moins d'en faire vivre aux personnes en face. C'est de aller chercher les sujets deep. C'est mieux quand ils sont résolus, tu vois. Moi je me suis pas permis d'envoyer cet email tant que j'avais pas résolu la semaine dernière la souffrance que j'étais en train d'avoir. Une fois que ça s'était résolu, que j'avais travaillé sur le truc, que j'avais tiré des leçons, je peux faire un email sur le sujet et vraiment te faire vivre aussi ce que j'ai vécu et t'emmener avec moi. Excellent, ouais. Non, je suis d'accord. Et puis ça te permet vraiment de connecter à ton audience, qu'ils apprennent à te connaître. Enfin, je pense que c'est super important quand tu achètes chez quelqu'un ou même quand tu suis quelqu'un, tu as vraiment envie de savoir qui il est profondément et pas juste la façade, tu vois, de je fais du marketing, je fais du copywriting. Non, tu as envie d'apprendre vraiment à connaître cette personne et ça peut… c'est super important, je pense. Donc, tu as dit l'humour, les émotions. Est-ce que tu en as un autre ? Donc, les émotions, encore une fois, je déteste cette réponse, mais ouais. C'est comme ça dépend. Tu sais, quand on te pose une question, ça dépend. Ouais. Ah, ouais, ça dépend. Un autre, l'autre troisième grand levier pour les emails au-delà de ça. Ou du contenu en général, quand tu partages du contenu, pour rendre ça vraiment intéressant, au-delà de partager du contenu qui l'intéresse. Donc les émotions. En fait, moi j'aime bien dire behind the scene, tu vois, expliquer un petit peu ce qui se passe. Ouais. En fait, c'est ce qui va susciter des émotions. Parce que tu peux pas dire, tiens, je vais te mettre des émotions dans mon email, mais tu peux dire, tiens, telle personne elle a vécu ça et voilà comment elle a vécu ça, ou alors moi j'ai vécu ça et voilà comment j'ai vécu ça. Et en fait, les émotions, tu les mets pas sur le papier. Les émotions, elles se transmettent toutes seules quand tu partages justement quelque chose, soit de difficile, soit de positif, puisque justement 2 semaines avant, j'avais fait un autre mail qui avait très bien marché, dans lequel je partageais un truc positif où j'étais parti en week-end avec quelqu'un et c'était trop bien, j'étais trop fier du truc et c'était trop cool. Et là, il y a une émotion positive, tu vois. Tu repars avec, ok, j'ai envie d'avoir la même vie que PB, elle est trop bien. Sans tomber dans le yomi, c'est ça que tu avais dit. Sans tomber dans le yomi, ouais, parce que bon, j'achète pas non plus des Tesla à ma merde, non seulement parce que j'ai pas les moyens, mais parce que je pense qu'on s'en fout. Mais un troisième levier, c'est malgré tout ces emails, je vais toujours quand même ces emails et ces contenus, je vais toujours suivre quand même malgré tout dedans au maximum, sauf ceux qui sont vraiment vraiment personnels. Même quand c'est personnel, je vais vouloir aider en fait mon lecteur, ma lectrice, en élaguant le superflu, en élaguant l'inutile, en mettant des informations qui vont teaser le début, qui vont teaser la suite au début pour que la personne puisse aller au bout. Parce que tu peux voir ça comme je te manipule pour que tu lises jusqu'au bout, ou tu peux voir ça comme je mets en place tout l'écosystème comme chez Ikea dans mon contenu pour que tu arrives tu démarres dans les salons, tu finisses dans les cuisines et tu penses à ce truc auquel tu n'as pas pensé, mais entre-temps, oui, bien sûr, je vais te proposer des choses, mais surtout, toi, tu auras eu ces informations que je veux que tu aies parce qu'elles sont importantes pour toi, en fait. Tu vois. Excellent. Non, ça me parle. Ouais, comme tu dis, c'est comme chez Ikea, t'as l'allée, tu es obligé de passer par toutes les étapes pour sortir, en fait. Ouais. C'est la même chose. Et tu peux voir ça comme de la manipulation, et c'est vrai, il y a un côté manipulation où tu tapes tout, mais tu peux avoir ça aussi comme un côté où
Bah comme ça, tu vas rien rater et tu auras vraiment Ouais. tout vu. Et je te laisse pas le choix en fait parce que c'est important pour toi en fait. C'est clair. Non, c'est clair. Trop cool. Quand tu écris pour un client, tu sais, et qu'il n'a pas forcément envie de faire des emails avec de l'humour, avec du machin, tu sais, il y a beaucoup de clients qui veulent rester un petit peu sur le corporate, mais pas trop. Ouais. Comment tu fais, toi, pour justement lui dire, déjà, lui dire, on a besoin de faire des trucs qui soient intéressants. Est-ce qu'on peut partager ça de ta vie? Est-ce qu'on peut partager ça de ton business? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est OK pour toi? Et justement, quand tu écris ces emails, comment tu fais pour rendre ça intéressant? Alors On a tout. sur la ouais. Pardon, je te coupe. Ouais, en fait, on a tous, tu vois, on a tous en tête un client un peu coincé du cul qui veut pas forcément partager des trucs, mais pourtant qui l'aiderait dans son personal branding, tu vois, même si c'est une boîte B2B, tu dis putain, mais vas-y, mais abuse pas. Ouais. C'est une bonne question. Au début, j'allais dire, franchement, jusqu'à ce que tu fasses la remarque, on a tous un client comme ça. Je me disais, mais en fait, normalement, je bosse pas avec ces gens-là, tu vois. Oui. Et puis, maintenant que tu as fait la remarque, si j'ai bossé, c'est arrivé. C'est arrivé qu'on me freine et on me dise non, ça, on n'y va pas, tu vois. Et moi, j'étais Ouais. là en mode, mais putain, je vais péter un plomb, en Ouais. fait. Je respecte le client, je respecte sa parole et au bout d'un moment, je finis toujours par plus travailler avec, ça c'est sûr. Ok. Ou il faut que je sois dans une position de moi coacher la personne pour dire pourquoi tu veux pas en parler, la ramener sur ses objectifs, être sûr que voir où est le problème en fait, tu vois. Parce que tu es là, tu construis un business. Moi, je te propose des solutions, je te propose des choses qui vont marcher. Ouais. Et toi, tu dis non. C'est Je ça le pire. respecte ça. Chacun fait son business comme il veut. Moi, on m'a déjà fait des choses et j'ai dit non à l'époque. J'ai évolué aussi sur certains sujets. Mais c'est sûr que quand tu es là, toi, tu veux le meilleur pour le business de la personne et que la personne en face, elle veut pas le meilleur pour son business, mais elle veut juste faire chier avec son ego à la con là. C'est dit. très énervant. Ouais. Du coup, soit tu essayes d'accompagner la personne, de creuser où est le problème, et après tu vois si tu fais la chose ou si tu la fais pas. Mais moi je dis toujours, écoute, par exemple, parfois on avait eu des soucis sur des pages de vente où certains clients voulaient pas mettre certains types de mots. Je fais ok, si on ne fait pas ça, tu vas potentiellement avoir moins de résultats. Est-ce que tu es ok avec ça? La personne a dit oui. Ok, c'est plus ma responsabilité. Maintenant, c'est toi qui as décidé d'avoir moins de résultats Ouais. parce que éthique mal placée. Tu vois, c'est souvent de l'éthique mal placée et pas vraiment. Moi, je vais jamais faire un truc que je considère comme du marketing de merde, comme mentir sur des tarifs ou des choses Bien comme sûr. ça. Tout ce que je vais toujours te proposer, ce sera toujours dans le soutien de mon client et de ses clients, tu vois. Mais bon, quand il y a quelqu'un qui coince quand même, il y a quelqu'un qui coince quand même. Donc déjà, tu communiques là-dessus. Et après, ouais, tu t'éduques la personne. Pourquoi c'est important? Après, quand elle veut pas, tu peux Ça peux part en rien bagarre, faire quoi. de plus, hein. Tu dis ok. Et moi, j'ai une règle en fait que je donne aussi aux gens que j'accompagne qui font de la prestation. C'est tu veux avoir des petites défaites pour choper les grandes victoires, tu vois. Si je te prends ça à l'échelle d'un email, c'est ok, je veux bien ne pas mettre cette phrase ou sur une page de vente, je veux bien ne pas dire tel truc. Je t'offre une petite défaite pour moi, tu vois. Par contre, mon titre, mon sujet d'email, ma headline ou mon call to action, ça bouge pas. Et ça, c'est une grande victoire. Parce que la petite phrase, on s'en branle pour vendre. Par contre, le sujet d'email, la headline de ta page de vente, on s'en branle pas du tout, c'est le plus important. Donc, tu veux donner des petits trucs à ton client pour toi garder les choses les plus importantes. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi avec l'email marketing, c'est qu'à la limite, tu peux dire, comme tu dis, tu peux donner une petite victoire à ton client, lui dire, écoute, on fait comme ça pour cet email, mais par contre, le prochain, on le fait à ma façon. Et c'est là que tu compares un petit peu les choses. Tu dis, tu vois, le ton, il était vraiment différent, ça a l'air d'avoir mieux réagi comme ça. C'est ça qui est intéressant avec l'email marketing. Après, tu peux toujours tester aussi avec tes pages de vente, tu peux A/B tester, mais à échelle plus rapide, ça se teste plus facilement en fait, l'email. C'est vrai, j'avais piégé, entre guillemets, piégé, j'aime pas le mot, mais j'avais piégé une cliente une fois comme ça. Je dis piégé parce qu'on avait fait un A/B test sur un email où la moitié partait avec mon accroche et l'autre moitié partait avec son accroche, tu vois. Puisque moi, je lui disais, ton accroche, ça va pas du tout. On va les perdre, ça va pas cliquer. Elle insistait, j'ai fait, vas-y, fais partir les deux sur ta base. Pourquoi je l'ai piégé? Parce que, techniquement, sur une base à 4000 emails, tu fais un A/B test, ton A/B test, il est pourri, en fait. Il vaut rien. Néanmoins, on l'a fait, j'ai gagné, et après elle m'écoutait, tu vois. Ah ouais. Donc voilà, il y a des techniques aussi comme ça, comme tu viens de le dire. Tiens, on peut tester, et puis si j'ai raison, tu me laisses les commandes. Et dans 80% des cas, tu auras raison.
Ouais, c'est clair. Après, c'est délicat, tu vois, de dire à un client non, fais pas comme ça. Tu vois, il faut arriver à trouver le juste milieu et de lui expliquer que, écoute, si tu m'embauches en gros, tu me fais venir, c'est parce que c'est moi l'expert, c'est moi qui vais t'expliquer comme ça marche. Si tu me fais pas confiance, et ben à ce moment-là, je te rends ton acompte et tu vas chercher quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, exactement. Mais après, en fait, là, le vrai moyen de se débarrasser de ces situations-là, pour la plupart des gens, et si là c'est des copywriters qui nous écoutent, c'est de multiplier tes tarifs par 2 ou 3. Et là, je peux te dire que tu multiplies tes tarifs par 2 ou 3 et tu dis aux personnes, par contre, ça se fait selon mes conditions. Tu fais un contrat dans lequel tu dis, voilà, tu pourras pas revenir sur ces choses-là. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es bien? On a bien le même objectif ensemble pour ton entreprise et pas pour toi, c'est pour ton entreprise. Et en fait, là, tu seras que avec des gens qui vont pas te faire chier. Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est clair. Et puis encore une fois, le fait d'avoir un prix qui est un peu plus haut que la moyenne, tu vois, ça te met dans un bucket qui est différent. Ouais. T'es plus la boîte de conserve à côté de l'autre là. J'aime bien cette métaphore. Tu vois, tu vas à Carrefour et t'as plein de boîtes de conserve, c'est toutes les mêmes. Et ben toi, t'es pas la boîte de conserve, t'es le truc à côté qui stand out de ouf parce que t'es beaucoup plus cher. Même si c'est compliqué d'ajouter un zéro derrière ou deux. Il faut souvent, ça implique souvent de changer de cible au passage, quoi. Ouais, non, c'est clair, clairement. Ok, trop cool. Est-ce que du coup, tu aurais 3-4 conseils pour rendre les emails vraiment divertissants, engageants et mémorables? Moi, j'aime bien dire ça. J'essaye toujours de tendre là-dessus. Alors, comme tu dis, des fois, on envoie des emails un petit peu moins drôles, un petit peu moins engageants. Mais dans l'ensemble, est-ce que tu aurais, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 conseils actionnables que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, ok, j'ai retenu ça d'épisode avec PB. Ça a de la valeur. Ok. Je vais essayer de monter à 5. C'est le moment du défi. On va voir si j'y arrive ou pas. Comme ça, bam, l'auditeur en a son attention. Il va rester jusqu'au bout et il va voir si oui ou non il y en aura 5. Premier conseil pour envoyer des emails divertissants, engageants et mémorables. Ouais. La première chose, c'est que tous les emails ne seront pas engageants, divertissants et mémorables. Et que si tu veux envoyer plus d'emails divertissants, engageants et mémorables, il faut juste que tu envoies plus d'emails tout court. Donc c'est une question aussi de volume. Mais regarde, qu'est-ce qui va se passer? Plus t'en fais, plus tu as de chances de faire un bon email, plus tu as de chances aussi que les personnes en face ouvrent et lisent tes emails, parce que nous on est là, on dit ah c'est bon, j'ai envoyé un email, j'ai fait ma semaine, et nous on est au centre de notre vie. On n'est pas au centre de la vie de nos prospects en fait. Nos prospects t'envoient un email le lundi, le mardi il t'a oublié en fait. Ouais. Donc ça c'est un premier truc à savoir. Ceux qui se disent ah non ils vont croire que non, les gens ils sont dans leur vie, ils pensent pas à ta life comme tu penses à ta life. Ça faut pas l'oublier. C'est clair. Donc envoyer plus d'emails à la fois pour obtenir plus de chances qu'ils soient ouverts et obtenir plus de chances que derrière, effectivement, ce soit des bons emails. Surtout que si tu en envoies plus, derrière, tu vas devenir meilleur. Ils vont être de plus en plus intéressants puisque tu vas monter en compétences, de plus en plus engageants et de plus en plus mémorables parce que tu vas aller chercher de nouvelles histoires, tu vas aller creuser de nouvelles choses. Et forcément, il y a ce côté challenge qui va te faire sortir soit des choses régulièrement pourries, mais aussi plus souvent meilleures. Ouais, ta créativité va aussi s'élargir et c'est comme ça. C'est un muscle en fait, clairement. Hein. Exactement. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de pas trop se prendre la tête non plus. Je vois des gens, en plus là, on est à l'ère de ChatGPT, merci mon Dieu, où tout le monde est en train de prendre peur que le machin va nous tuer, mais en fait, ChatGPT, c'est juste Photoshop pour les designers, on va dire, tu vois, on va dire ça comme ça. Ça nous permet de faire notre travail mieux et plus vite. Super. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la rate au courbouillon au moment d'écrire la première version de leur email. En mode, ok, il faut que ce soit parfait. Donc, je suis en train de faire l'édition et de trouver mes idées en même temps. Non. Comment faire des emails qui vont être bons? Tu suis un process. Suivre un process, c'est quoi? C'est déjà déterminer, quel est l'objectif de cet email? L'objectif, quel est le message que je veux faire passer? Donc 1, quel est l'objectif? 2, quel est le message que je veux faire passer? 3, quel est l'appel à l'action du coup qui sert mon objectif? Mon objectif c'est de faire des ventes sur mon produit. Quel est mon call to action? Achète ce produit. Quel est le message que je veux faire passer? C'est ok, quelle est l'idée que je veux défendre pour que la personne fasse l'action et atteigne l'objectif? Une fois que tu as ces 3 idées en tête, tu dis ok, tu commences l'écriture. Et t'y vas. Et t'envoies. Et t'écris n'importe quoi s'il faut que t'écrives n'importe quoi. Et tu suis ton process. Donc process, j'ai mon angle. Deuxième process, j'écris sans me poser de questions. Troisième process, j'édite à la fin où là,
Je vais voir si je peux modifier ça dans une structure en commençant peut-être qu'au bout de 10 lignes, il y a l'info capitale qui capture l'attention, et je la remonte et là je fais bouger un peu les paragraphes et là tiens ça je supprime, ça je modifie, bam boum, je relis à voix haute pour être sûr, je refais des modifications. Voilà la deuxième manière dont t'écris un email qui va être bon, c'est t'écris de la merde et ensuite t'édites en fait. Kill the baby. Exact. Enfin tu kill the baby s'il est pourri. Il y aura peut-être des idées que tu vas vouloir killer dedans et à la fin tu auras un email qui est pas mal. C'est jamais du premier coup en fait. C'est très, ça arrive du premier coup tu ponds un truc qui est excellent, mais je veux dire très souvent tu changes un peu les phrases, tu les superposes, tu dis non là c'est plus logique dans ce sens-là, ça a plus de sens. Ouais. Donc pas se mettre la rate au courbouillon. Exactement. Ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, je sais pas quel est le niveau des personnes qui nous écoutent en ce moment, mais du coup il va peut-être être un peu basique, mais écris comme tu parles. Surtout écris comme tu parles. Donc là on se rapproche encore du personality based copywriting, mais putain là on m'a montré récemment justement des emails qui étaient écrits comme des CV quoi. Ah ouais. C'est fucking illisible. Déjà des CV écrits comme ça, il faut que les gens arrêtent. Tout court, pas des CV, des lettres de motivation, pardon. On est en 2023, c'est fini. Ça, ouais. C'est ça. Actuellement, en recherche d'emploi dans le domaine du marketing digital, qui parle comme ça à personne. En effet, en outre, ouais. C'est ça. Ça, c'est l'enfer en fait. On n'y est pas du tout. Alors parfois, tu peux dire, si toi dans ta vie, tu dis en effet ou en outre, vas-y. Mais si c'est pas le cas, vas-y pas. En fait. Donc mon troisième conseil, c'est vraiment écris comme tu parles. Et déjà ça ce sera bien mieux, et si derrière ça ressemble à rien, s'il y a certaines règles de grammaire qui sont pas respectées, c'est ok, il y a des gens qui peuvent te faire chier. Si t'es dans du corpo, oui tu peux avoir un ton un petit peu plus soutenu, mais en fait quand t'es dans du corpo, imagine que t'es au téléphone avec ton prospect et tu verras quand même que la manière dont tu parles sera très différente de la manière dont tu écris, qui sonne quand même d'une manière un peu robotique, où en face c'est aussi un humain qui te lit, donc l'humain quand il dit actuellement en recherche d'emploi, ça fait chier tout le monde. Ouais. Donc très important. Je rebondis juste là-dessus, c'est marrant parce que je sais plus qui c'est qui avait partagé ça, que Agora avait envoyé des pièces de vente, je sais plus si c'était une page de vente, des emails ou quoi, dans les années, il y a longtemps, hein. Et en fait, ils avaient A/B testé ça. Je sais pas si je dis exactement le bon truc, mais en gros, ils avaient A/B testé 2 versions. Et en fait, une des 2 versions, ils avaient redescendu le niveau de lisibilité. Tu sais, quand tu passes sur Hemingway, tu sais, ils avaient descendu au 3e grade, comme ils expliquent sur le truc. Et en fait, le taux de conversion avait explosé juste en changeant en fait la manière la lisibilité de la pièce de vente et comme quoi ça fonctionne. Tu vois, c'est super important de faire ça quoi. C'est clair. C'est des êtres humains qui te lisent. Qu'ils soient corpo ou pas, c'est des êtres humains qui te lisent. Et c'est des gens qui sont fatigués, c'est des gens qui reçoivent beaucoup d'emails, c'est des gens qui ont mieux à foutre que réfléchir pour essayer de comprendre les phrases alambiquées que tu leur as envoyées avec 4 propositions subordonnées et 19 virgules. Non, en fait. Sujet, verbe, complément, une phrase, une idée. Voilà, paf. Point. Simple, efficace. Après, bon, moi je sais que je fais des phrases parfois à rallonge quand je parle. Ça peut m'arriver de le faire par email. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bon là tu déconnes un petit peu, tu vois cette virgule, tu transformes ça en point, ça continue de marcher, tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. Donc voilà. 4e conseil, on va y arriver au 5. Le 4e conseil m'énerve au moment où je le dis, mais en même temps, il est vrai, faut vraiment raconter des histoires, et surtout au-delà de raconter des histoires, plus que ça, puisque comment on raconte une histoire, ça c'est vrai que c'est pas simple, il y a plein de ressources en ligne sur comment raconter des histoires. Je suis même persuadé que tu en as peut-être dans le podcast, où tu vas en recevoir un moment quelqu'un qui te dira comment raconter des histoires. Mais surtout quand tu fais un email, souvent moi je vois ça dans l'éducation, dans ceux qui vendent des formations, des choses comme ça, mais même peut-être en e-commerce d'ailleurs, parce que ça peut être pertinent, où souvent les gens ils vont expliquer comment le système de leur produit fonctionne. Pas de hard teaching en fait. Zéro. Le hard teaching, qu'est-ce que c'est? C'est voilà ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Ça fait chier tout le monde, et surtout quand tu vends de l'information, une fois que tu m'as donné le hard teaching, moi j'ai plus de raison d'acheter chez toi en fait.
Vraiment, c'est tiens, voilà, tu dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis quand si t'es dans le e-commerce, et bah voilà, tu dois l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça. Ok, c'est cool, mais je m'en fous de comment je dois l'utiliser. Je veux déjà que tu me dises pourquoi je dois l'utiliser ou que tu me fasses voyager avec ton matelas, par exemple, tu vois. Le mécanisme unique, pareil, de ton matelas où t'as des super ressorts et compagnie, je m'en branle. Par contre, le fait que là j'ai mal au dos et que t'as Marie-Christine qui avait acheté un matelas, au début c'était l'enfer, puis elle est venue chez eux et puis en fait elle s'est sentie comme sur un petit nuage et c'était trop bien. Là ça va davantage me parler. Donc pas de hard teaching où t'es vraiment sur du concret et du pratico-pratique exactement comme je suis en train de le faire là en fait. Mais vraiment raconter des histoires, apporter des idées, donner des nouveaux angles de vision, partager des cas clients, des choses comme ça, mais jamais de comment. Du quoi, du pourquoi, mais jamais de comment. Tu vois, je rebondis aussi là-dessus. J'aime bien dire c'est les préliminaires en fait. Tu partages juste les préliminaires, juste pour donner envie en fait d'aller plus loin, plutôt que de tout donner d'un coup et que ça excite personne. J'ai fait un email il y a 2 semaines là-dessus. Pareil, j'ai eu des retours de ouf. Les gens disent oh mais t'es un grand malade, tu parles de ça et tout. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est tu donnes envie. Mais tu donnes pas tout, parce que si tu donnes tout, il n'y a plus d'excitation, c'est fini. Exactement. C'est une très 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 bonne analogie qui est vraiment stylée, donc pas mal. Vraiment beau gosse. Franchement, je kiffe. Et j'essaie de te trouver un 5e conseil. 5e conseil. Pour que ce soit plus divertissant. Moi j'en ai un en tête, peut-être que tu peux rebondir. Ouais, vas-y. Sur le rythme, mettre du rythme, c'est super important, quoi. Ouais, très juste. Tu vois ce que je veux dire, couper un peu. Enfin, tu parlais de couper les phrases, c'est une chose, mais vraiment rendre ça un petit peu. Ouais, ça fait de la musique un petit peu, tu vois. Ouais. Phrase longue, phrase courte, phrase longue, c'est cool. Tu danses un peu, quoi. Oui, très très juste. Effectivement, de la variété, du rythme, de la texture. Nous, on a un principe chez Copywriters qui s'appelle le RPM ou le RVPM, je sais plus, le gars ne connaît même plus ses propres concepts, c'est la merde. Mais c'est rajouter du rythme, effectivement, longueur de phrase. Quand c'est toujours les mêmes paragraphes, toujours les mêmes trucs, c'est l'enfer. Surtout que parfois une toute petite phrase dans un email peut aussi faire presque office de titre dans la tête du prospect et il va lire la suite. Donc ça, c'est le rythme. Ensuite, tu as le... Putain, je vais pas le retrouver, ce que c'était le V. Je crois que c'était variété. Oui, c'était variété RVM. Rythme, variété. Variété, c'est quoi? Au lieu d'écrire 3 TROIS, tu écris 3, le chiffre 3, tu vois. Ouais. Tu mets des plus, tu mets des trucs comme ça. Et le M, qui est un peu du bonus, parce que c'est pas facile toujours à faire. Il faut avoir quand même un sens de la poésie. C'est justement de la mélodie où tu vas voir si, quand tu te sens un peu, il y a une petite assonance qui passe, une petite allitération. Quand tu veux pas faire passer une idée forte, si tu arrives à choper une rime, c'est parti, quoi. Voilà. RVM, rythme, variété, mélodie. Excellent. Très clair. Non, mais c'est ça, c'est voilà, jouer sur les hauteurs un peu de son et de tout ça, c'est pas mal. Allez, petit bonus pendant que je l'ai en tête, parce que sinon je vais l'oublier. Show, don't tell, tu vois. Donc toujours montrer et pas dire les choses. C'est pas genre je suis assis sur mon ordi, non. Enfin, devant mon ordi, c'est j'ai les fesses sur la chaise bien chaude, j'ai les mains sur mon machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire, vraiment montrer que la personne puisse se projeter dans toi en fait finalement et vivre la scène. Exactement. Ouais, je valide. Très clair. Bon bah si le boss a validé, je suis content. Le boss, entre guillemets. Hein. Des très très gros guillemets. Excellent. Eh ben écoute PB, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite en apprendre plus sur ce que tu fais et se lire des emails justement divertissants, engageants et mémorables? Yes, aujourd'hui le canal numéro 1 où on peut me retrouver justement pouvoir récupérer mes emails derrière, c'est d'aller sur Instagram. Au moment où cette interview va sortir, soit mon Instagram sera toujours @copyrockstars. Là, j'ai prévu de le changer dans les prochains jours, mais je suis pour l'instant bloqué par Instagram. Dans tous les cas, les deux comptes vont m'appartenir. Donc @copyrockstars ou
@pbponcelin, pb et puis poncelin, c'est mon nom, ça c'est le nom que je vais récupérer. Dans tous les cas, je récupère là les deux cette semaine et les personnes pourront aller sur l'un ou sur l'autre et de toute façon le mauvais enverra vers le bon et le bon sera le bon. pbponcelin ou copy rockstars. Tu disais que tu faisais les phrases longues, bah là t'en fais des. C'est mon pire call to action. Pire call to action. Donc pbponcelin sur Instagram. Ouais, je mettrai le lien dans la description. Ça roule. Trop cool. Bah écoute PB, merci beaucoup, c'était ultra intéressant et tu repasses quand tu veux. Bah avec plaisir, franchement je suis méga chaud moi, quand tu veux. Allez, merci beaucoup. Merci à toi, salut Ciao. mec.